Il y a une mère. Elle a reçu un cercueil plombé, le cercueil de son fils, tué en Algérie en 1956. Et avant de l'enterrer, branche l'embuscade de Palestro Armand Collin. Texte exact, la mère avait mesuré le cercueil plombé de son fils pour s'assurer que son corps y était bien entier. Elle mesurait le cercueil pour s'assurer qu'il était entier. Son fils s'appelait Lucien Caron. Il avait 21 ans, rappelé sous les drapeaux, et il n'avait pas choisi d'être là. Et sa sœur, des décennies plus tard, texte exact, il a toujours été dit que mon frère n'était pas mort au combat. Il a été achevé. Achevé après l'embuscade par les habitants du village voisin sur délégation de l'ALN. Ce podcast ne choisit pas de camp. Il documente les deux avec les mêmes exigences. Et il dit quelque chose que 60 ans de récits officiels ont effacé. La torture pendant la guerre d'Algérie n'était pas le monopole de l'armée française. Ce n'est pas une opinion, c'est ce que les archives françaises documentent. C'est ce que les archives internes du FLN elles-mêmes documentent. C'est ce que les rapports saisis sur les chefs de wilaya eux-mêmes documentent. Je m'appelle Salah, fils de Harki Déziban. Mon père a servi sous les mêmes drapeaux que les officiers qui torturaient et sous les mêmes drapeaux que ceux qui refusaient. Cette double réalité m'impose une honnêteté totale, restée jusqu'à la fin. Je vais vous poser une question directe. Vous avez entendu parler de la Gégène, vous avez entendu parler de la baignoire, vous avez entendu parler des dopes. Ces réalités sont documentées, cette chaîne les a documentées. Macron les a reconnues en 2018. Mais avez-vous entendu parler du chitane, la torture à l'électricité en Algérie depuis 1942, sous Vichy, 12 ans avant le 1er novembre 1954? Avez-vous entendu parler des instructions saisies sur le chef de la Wilaya 1? Couper les lèvres à ceux qui fument, tuer les enfants des caïds, document saisi à Djerf en septembre 1955. Avez-vous entendu parler des 488 mises à mort sur 542 jugés pendant la Bluie, documenté par l'historien Gilbert Meignier? Et avez-vous entendu parler de la note officielle de la Fédération de France du FLN de septembre 1959, directive à ses militants se plaindre d'avoir été torturés dans tous les cas? Si vous n'avez jamais entendu parler de ces quatre éléments, ce podcast existe pour ça. Et d'abord, un fait que personne ne cite. Henri Alleg, auteur de la question, a dit à la radio: la torture est arrivée en Algérie en 1830 dans les bagages de l'armée française. Pervillet, historien français, texte exact, Victor Hugo a rapporté dans ses choses vues que les premiers Français arrivés aux portes d'Alger en juillet 1830 avaient vu ces murailles ornées de têtes coupées. Des têtes coupées sur les murailles d'Alger avant l'arrivée des Français. Et Pervillet, sur la violence dès 1830, citant Daniel Rivet, texte exact, dès l'été 1830, les collaborateurs des Français sont brûlés vifs ou ont les yeux arrachés. En novembre, une cantinière a les entrailles arrachées, le nez, les oreilles et les seins coupés et fourrés dans l'abdomen. La sauvagerie des indigènes rejaillit sur l'occupant par effet de contagion mimétique. Contagion mimétique. Ce mécanisme, documenté en 1830, Pervillet le retrouve en 1954 et en 1992, la même logique à travers les époques. Et le chitane, Pervillet texte exact, au printemps 1942, sous Vichy, un traitement électrique à l'aide de fils de fer enroulés autour du cou, des cuisses et de la verge des victimes a été baptisé du nom de chitane parce que le supplicié avait les yeux bandés et recevant dans le corps des secousses inconnues. Il n'en voit l'explication que dans une invention du diable. Le chitane, l'invention du diable, en 1942, 12 ans avant le 1er novembre 1954. Et là, le cadre documenté côté français.
Raphaël Branche, La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, Gallimard, 2001. À l'automne de 1956, aucun responsable politique parisien n'ignore plus que des militaires commettent des violences illégales. Aucun responsable n'ignore plus. Et le rapport Willaume, mars 1955, Pervillet, texte exact, l'inspecteur général Willaume recommandait d'autoriser et de réglementer des pratiques ne portant pas atteinte à l'intégrité physique des patients, l'eau et l'électricité, ce que le gouverneur général Soustelle refusa. Légaliser la torture, refusé, mais pratiquer massivement quand même. Et l'ordre décisif, Pervillet, texte exact, à partir de janvier 1957, l'ordre de rechercher le renseignement par tous les moyens fut donné oralement, et la torture fut tacitement reconnue comme un moyen légitime, oralement, pour ne pas laisser de traces. Et là, le témoin le plus imparable. Paul Tedgen, résistant déporté de Ravensbrück, torturé par la Gestapo. Nommé secrétaire général de la préfecture d'Alger pour républicaniser la police. Et mars 1957, lettre à Robert Lacoste, texte exact. J'ai reconnu sur certains assignés les traces profondes des sévices ou des tortures qu'il y a 15 ans je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo. Il démissionnera en septembre 1957 en portant les responsabilités morales de 3024 assignés à résidence sous sa signature et jamais rentrés. Et là, le témoignage le plus rare. Jean-Pierre Côme, sous-lieutenant, DOP de Sétif, 1958. Il a tourné la manivelle de la Gégène avant de refuser, et il a dit ce que personne n'ose dire. Ma guerre d'Algérie, texte exact, je n'éprouvais aucune réticence morale. Rien en moi ne se révoltait. Puis j'avais réalisé qu'au spectacle de ces hommes se tordant de douleur, ma gorge se desséchait, tandis que ma salive prenait une saveur et une consistance étrange. Et la phrase qui suit, j'avais compris que c'était du plaisir que j'éprouvais, pas encore de la jouissance en même temps qu'un sentiment de puissance, de domination et d'invulnérabilité. Ce fut ainsi que j'ai compris que je n'étais ni meilleur, ni plus fort moralement que les autres. Ces mots d'un homme qui avait reculé au bord du précipice, la torture ne nécessitait pas des monstres, elle nécessitait des circonstances ordinaires et des hommes ordinaires. Et le détenu oublié comme... Texte exact. Mon lieutenant, il y a un type enfermé chez nous depuis plus d'un mois. Personne ne s'est encore intéressé à lui. Bon, vous le liquidez, mais il n'a même pas été interrogé. Bon alors, vous le relâchez, si ça peut vous faire plaisir. Liquidez ou relâchez, selon l'humeur. Et là, ceux qui refusaient. Ils existaient dans l'armée française, avec des noms, des grades et un prix à payer. Bollardière le premier. Général Jacques Paris de Bollardière, compagnon de la Libération, il protestait directement auprès du général Salan, puis publie une lettre dans l'Express 7 mars 1957. Texte exact. L'effroyable danger qu'il y aurait pour nous à perdre, sous le prétexte fallacieux d'efficacité immédiate, les valeurs morales qui seules ont fait jusqu'à présent la grandeur de notre civilisation et de notre armée. 60 jours d'arrêt de forteresse prononcés par le ministre de la Défense, Bourget-Monory. Tedgen qui démissionnait, sa démission refusée une première fois par Lacoste, acceptée en septembre 1957, seulement après qu'il eut insisté. 31 prêtres appelés ordonnés signent collectivement une lettre aux évêques d'Algérie. Texte exact. Nous ne pouvons pas continuer à servir dans une armée qui utilise de tels moyens, ni garder le silence sur ce que nous avons vu. La lettre interceptée par les services militaires, transmise au ministre des Armées, mutation silencieuse, postes les plus lointains. Pierre Jox, muté en 48 heures. Fils de Louis Jox, futur négociateur des accords d'Évian, aspirant de réserve, menace de témoigner publiquement. Muté en 48 heures, sans explication officielle. Edmond Michelet, écarté. Ministre de la Justice, ancien déporté de Dachau, tente de faire poursuivre des officiers pour torture. Écarté par Debré en janvier 1960. Bijard, mis aux arrêts. Tripier, texte exact. Le colonel Bijard, mis aux arrêts. Ces hommes existaient, cette chaîne les nomme parce que le refus moral existait. Des deux côtés. Et là, l'angle que ce podcast ose traiter avec la même rigueur. La directive Wilaya 1, le document saisi. Tripier, autopsie de la guerre d'Algérie, document saisi à Djer, Nemancha, instruction du chef de la Wilaya 1, septembre 1955, texte exact, tuer les caïds, président et Ouakaf rendent leurs enfants
et les tuer. Tuer tous ceux qui paient les impôts et ceux qui les ramassent. Brûler les maisons des sous-officiers musulmans en service. Continuer le boycottage du tabac. Couper les lèvres de ceux qui fument. Couper les lèvres de ceux qui fument. Un ordre écrit saisi physiquement à Djerf en septembre 1955. Un an seulement après le 1er novembre 1954. Et Ben Boulaïd, chef de la Wilaya 1, Pervilé, sur son arrestation en février 1955, texte exact, un rapport trouvé lors de son arrestation du chef régional de l'Aurès fait état de l'exécution de 2 traîtres le 5 janvier 1955. Après les avoir martyrisés, ils ont été abattus. Martyrisés avant d'être abattus dans un rapport interne sur Ben Boulaïd lui-même. Les cas documentés, département de Bonn, Rannaba actuel, 1955. Tripier, texte exact. Khawan Sahed, enlevé dans la nuit du 8 au 9 mai 1955. Doar Douled Deraj, commune mixte de Djemap, retrouvé les mains liées, les yeux bandés, la gorge tranchée. Il était président de Djemma. 15 septembre 1955, Douar Zork, la Meskiana, département de Rannaba, 8 militaires de l'ALN, aux ordres de Si Areski, s'emparent de Bouadis Mohamed Larbi. Il l'égorge, il était chef de faction. Nuit du 22 au 23 avril 1955, Douar Belkef, Morsot, département de Rannaba, Ben Arfa El Harbi Ben Mohamed, enlevé à son domicile par 3 soldats de l'ALN, son cadavre retrouvé égorgé le lendemain. Il était ancien combattant. Ces hommes, ces dates, ces lieux, ces grades des assaillants, documentés par Tripier. Et Tripier, sur la logique de cette terreur, texte exact, la terreur est un levier psychologique d'une puissance inouïe. Devant les cadavres égorgés et les visages grimaçants des mutilés, toute velléité de résistance s'effondre. Le ressort est brisé, l'horreur ouvre les esprits à la propagande, elle en est le plus sûr véhicule. Un levier psychologique documenté, assumé. Le congrès de la Soumam, l'argument imparable. Août 1956. Pervilé, texte exact. Le congrès de la Soumam décide, l'égorgement est formellement interdit, la mutilation est formellement interdite. Mais le CCE dut rappeler plusieurs fois ses directives, preuve qu'elles étaient mal appliquées. Je m'arrête là. Si le congrès de la Soumam doit interdire formellement l'égorgement, c'est qu'il était pratiqué couramment. Si le CCE rappelle plusieurs fois l'interdiction, c'est qu'il continuait après. Ce raisonnement est d'une logique imparable et personne ne le fait. Wilaya 3, Kabylie, Melouza, Amirouche, 28 mai 1957. Tripier, texte exact. Un groupement de l'ALN procéda au rassemblement de tous les hommes habitant les hameaux du Douar. Il les fait conduire jusqu'à la Mechta Kasbah et enfermer dans les maisons et la mosquée. Vers minuit, sur un ordre, tués à la mitraillette, 374 morts. Sur un ordre. Et les 150 hommes en armes avaient réquisitionné des villageois avec leurs couteaux et leurs haches comme auxiliaires. La même mécanique, mouiller les populations, les rendre complices. Et la Bluite, Ménier texte exact, sur 542 personnes jugées par Amirouche, 54 libérées, 488 mises à mort, le paroxysme fut atteint le 5 août 1958. Des condamnés livrés au Djounoud, lynchés par lapidation, les survivants égorgés avec une baïonnette aiguisée par un colosse du nom de Safsaf, puis jetés dans un ravin voisin. Safsaf, un nom, un ravin, une date, documenté par Meignier, historien. Et là, Branche. L'embuscade de Palestro, Armand Collin, 2010. Raphaël Branche, professeur d'histoire à l'université de Rouen, 18 mai 1956, gorge de Palestro, 80 km au sud-est d'Alger. Une section de 21 rappelés français, un seul survivant. Et les corps retrouvés le lendemain matin, Branche, texte exact, les archives militaires permettent d'affirmer qu'un seul des militaires a la gorge tranchée et que tous sont marqués au couteau, en lettres de sang sur le corps ou plus précisément sur la plante des pieds. L'ALN signe le massacre. L'ALN, l'armée de libération nationale, signant ses victimes sur les plantes des pieds. Et Branche, sur qui a fait les mutilations, texte exact, cette signature est déléguée et les mutilations blessées aux villageois. Les habitants de Djerra achèvent les mourants et accomplissent ainsi l'irréparable qui conduira à leur massacre. Délégué, ce mot change tout. Ce n'était pas de la rage spontanée, c'était une décision de délégation, une stratégie.
et Branche sur le rôle des femmes, texte exact. Femmes et vieillards se sont acharnés sur les corps. La violence symbolique des mutilations est comme multipliée par le fait qu'elles sont conduites par des femmes, des vieillards, délibérément. Et Branche sur la logique. Les habitants de Djerra qui s'attaquent au corps accomplissent l'irréparable. La peur des représailles est surmontée par une force plus puissante. Une rage dont la cause s'enracine plutôt dans l'épaisseur du temps colonial. L'irréparable, délibérément produit pour mouiller les villageois, pour les lier à la cause. Et les représailles françaises arrivent. Branche, texte exact, une vaste opération de ratissage conduit à la mort 44 personnes. 44 morts algériens en représailles, c'était prévisible, c'était probablement calculé. Tripier, texte exact, sur la même logique, il faut enclencher l'engrenage, massacre, représailles, départ au maquis de tous ceux qui craignent d'être arrêtés. L'engrenage documenté, assumé par l'état-major du FLN-ALN. Et là, l'angle que personne n'ose traiter. La torture française était réelle. Documentée, dénoncée à juste titre par des intellectuels français depuis 1957. Mais pervilée sur la note officielle du FLN, septembre 1959, texte exact, des directives ordonnant ces militants de se plaindre d'avoir été torturés dans tous les cas ont été plusieurs fois citées, notamment une note de la Fédération de France du FLN datée de septembre 1959. Une directive officielle, se plaindre d'avoir été torturé dans tous les cas, qu'il l'ait été ou non. Ce n'était pas nier la torture française réelle. C'est documenter que la torture était aussi une arme de propagande du FLN, systématisée, organisée. Et pervilée sur la campagne Le Monde Humanité de juin 2000, texte exact, la relance de la campagne contre la torture, une semaine après la visite officielle de Bouteflika en France, en juin 2000, et sa demande d'une déclaration de repentance, semble répondre à une sollicitation algérienne. Une semaine après Bouteflika, ce n'est pas une coïncidence. Pervilliers, historien français, le dit explicitement. Et Pervilliers citant Girardet, texte exact, pour un certain nombre d'intellectuels, il y a de mauvaises tortures et il y a aussi de bonnes tortures. De bonnes tortures, celles du FLN, de mauvaises tortures, celles de l'armée française. Ce podcast refuse cette distinction depuis le premier épisode. À présent, ce que ce podcast documente en tant que fils de harki. Pervilliers citant le rapport du sous-préfet d'Agbou, Monsieur Robert, texte exact, des supplices du même type furent appliqués à d'anciens harkis et autres musulmans pro-français arrêtés après l'indépendance. Contrairement aux clauses d'amnistie des accords d'Évian, promenés, habillés en femmes, nez, oreilles et lèvres coupées, émasculés, enterrés vivants dans la chaux ou même dans le ciment, ou brûlés vifs à l'essence, ou morts nus sous le fouet, entraînant des charries ou la musculature arrachée avec des tenailles. Ces mots d'un fonctionnaire français qui avait vu, et que le récit officiel algérien rappelle la période de la joie. Et la loi 26-10 mai 2026, article 7, crime de haute trahison pour les harkis. Ces victimes n'ont pas de monument, pas de journée nationale, pas de commission de réparation. Et l'ordonnance 06-01 punit de 3 à 5 ans de prison quiconque les cherche. Et là, ce que ce podcast dit directement. La torture française pendant la guerre d'Algérie était réelle, documentée. Macron l'a reconnue en 2018. Cette chaîne l'a documentée. Et la torture du FLN-ALN était réelle, documentée par Meignier, historien, documentée par Tripier, document saisi sur les chefs de wilaya, documenté par Pervilliers, archives françaises et internes du FLN, documenté par Branche, à Palestro même. Ces deux réalités coexistaient, sans que l'une annule l'autre. Et je pose maintenant 3 questions directes aux auditeurs. Première question. Paul Tedjen avait reconnu la Gestapo dans les caves algériennes et Amirouche utilisait un ancien collaborateur de la Gestapo pour torturer ses propres combattants kabyles. La même référence, les deux camps. Pourquoi votre indignation s'arrête-t-elle à mi-chemin? Deuxième question. Le FLN avait ordonné de couper les lèvres à ceux qui fumaient. Le gouvernement français avait tacitement autorisé la torture oralement en janvier 1957. Les deux ordres, les deux camps. Pourquoi les archives d'un camp font-elles l'objet de colloques et de thèses et celles de l'autre restent fermées et cadenassées en Algérie depuis 64 ans? Troisième question. Lucien Caron, la mère qui mesurait le cercueil pour s'assurer que son fils était entier. Il avait 21 ans et il n'avait pas choisi d'être là.
Et les villageois qui l'avaient achevé, délégués par l'ALN, délibérément mouillés pour les lier à la cause, ces deux réalités coexistaient. Ces deux mères souffraient, l'une en France, l'autre en Algérie. Toutes deux victimes d'une guerre que ni l'une ni l'autre n'avaient choisie. Et pourtant, le récit officiel algérien n'a de place que pour l'une, et le récit officiel français n'a longtemps eu de place que pour les appelés. Cette chaîne refuse les deux récits officiels, parce que les victimes méritent mieux que d'être triées. Et un pont vers les prochains épisodes. Ce que nous venons de documenter, la torture, la terreur, la délégation des mutilations, ce n'est pas une exception, c'est une logique. Une logique qui s'est continuée en France métropolitaine pendant la même guerre. Dans la guerre entre le FLN et le MNA, 4000 morts dans les caves des cafés de Barbès, dans les forêts de banlieue, dans les rivières de Lyon. Et le 17 octobre 1961, la nuit où les Algériens ont manifesté pacifiquement à Paris et où Papon a répondu par la violence d'État. Ces deux épisodes, la guerre FLN-MNA en France et le 17 octobre 1961, feront l'objet de 2 prochains épisodes sur cette chaîne. Parce que cette chaîne ne choisit pas ses victimes, elle les documente toutes. Activez la cloche, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Pas des slogans, des arguments. Des sources, parce que cette chaîne n'a pas peur de votre désaccord. Elle a les archives, elle a les arguments. Yarte comme ça, les États construisent des récits, l'histoire les met à l'épreuve.